C'est fini. Voilà. Pas de automatique. Ouais, c'est bon. Super. Bon, je suis professeur Labauge, donc on vient faire régulièrement des cours au terme de la Malou. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là l'année dernière? Ah, d'accord. Donc j'ai complètement changé depuis. On va partir sur autre chose. L'année dernière, vous vous rappelez, on avait fait les nouveaux critères diagnostiques, les facteurs environnementaux, les facteurs aggravants de la maladie, et puis aussi un peu des traitements. En fait, je me suis axé cette fois-ci sur les nouveaux traitements, comment surveiller les traitements. Il y a une vraie réflexion sur ces données. Donc moi, pour ceux qui ne sont pas de la région, parce que vous venez de loin, je crois, donc je suis au CHU de Montpellier, vous ne pouvez pas être à la Malou et ne pas visiter Montpellier. J'espère que vous avez pu faire un peu de tourisme pour profiter à la fois du soleil et de la ville. Alors, les traitements en 2016, il y a beaucoup de médicaments dans cette maladie, la sclérose en plaques, beaucoup de nouveautés, beaucoup de médicaments à venir. Mais avant de parler du choix des traitements, cette maladie, c'est une gestion de risque permanente. Et c'est la balance que vous avez à droite. Soit vous prenez un risque parce que vous avez une maladie évolutive et qu'il faut démarrer un traitement. Donc on estime que la maladie est en train d'évoluer. Et le bénéfice va être la maîtrise de la maladie et le risque du médicament doit être inférieur, bien sûr, au bénéfice attendu par le malade. De l'autre côté de la balance, on estime qu'on a une maladie peu évolutive, voire des formes bénignes. Évidemment, on peut décider de ne pas traiter un malade, parce que le risque du médicament est plus important que l'évolution de la maladie. Cette balance risque-efficacité, elle va fluctuer dans le temps. Il y a des périodes de la maladie où on va prendre plus de risques avec les traitements, et puis des périodes où on va prendre moins de risques avec les traitements, parce que la maladie est moins évolutive. Donc, cette gestion de risque, personne n'a la vérité, elle est permanente et elle est consensuelle. C'est-à-dire que le malade doit être au courant de sa maladie. Vous savez qu'en France, il y a des programmes d'éducation thérapeutique, le TP. Ce n'est pas pour convaincre les malades de traiter, c'est pour qu'il y ait une équipe paramédicale, infirmière, psychologue, qui réexplique la maladie aux patients, pour qu'ils connaissent leurs symptômes, connaissent les modalités de traitement, connaissent les risques et les surveillances. Et donc c'est toute, entre guillemets, cette éducation ou information qui est indispensable pour que, lorsqu'il y a une décision qui est prise de certains traitements, eh bien, vous soyez parfaitement au courant de la raison qui nous pousse à décider. Ce n'est pas à vous de décider, bien sûr, c'est au médecin, mais vous êtes co-acteur de votre état de santé. Et comme aujourd'hui, on en fait beaucoup chaque année, ces réunions d'information sont majeures, parce que ça vous permet de mieux connaître la maladie et de mieux peut-être aussi comprendre nos limites dans les possibilités de traitement. Alors, au départ, quand on voit un malade pour la première fois, on a des facteurs pronostiques au départ. C'est-à-dire, je le vois pour la première fois. Quels sont les facteurs pronostiques, de bons pronostics au long cours? C'est probablement le sexe féminin, maladie plus fréquente chez la femme, mais moins évolutive chez la femme que chez l'homme. Deuxième point, un début sujet jeune, 25-30 ans, intuitivement on a envie de dire plus c'est jeune, plus c'est grave. Et bien statistiquement dans cette maladie, les formes quand elles atteignent les jeunes adultes 25-30 ans sont moins évolutives que ce qu'on appelle les formes tardives. Donc l'âge est une variable pronostique. Ensuite, le type de symptômes inauguraux de la maladie. Une déviation optique, la perte de la vision d'un œil, une atteinte sensitive, sont des variables de bon pronostic au long cours. Il vaut mieux démarrer la maladie par des fourmillements que par une gêne avec moins de force dans une jambe ou dans un bras. Alors, c'est paradoxal parce qu'on a envie de dire que une névrite optique, donc la perte de la vision, est quelque chose de grave. Bien statistiquement, des malades qui démarrent la maladie par névrite optique ont un meilleur pronostic au long cours que d'autres types de symptômes initiaux. Ensuite, la rémission. On parle actuellement de rémission dans la maladie, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est stabilisée. On va voir comment on arrive justement à la stabiliser cette maladie. Eh bien, si dans les 5 premières années de la maladie, le malade n'a pas présenté de nouvelles poussées, c'est une variable de bon pronostic au long cours. Le long cours, c'est 15 ans plus tard. C'est une maladie chronique, inflammatoire. La vraie question, c'est 15 à 20 ans plus tard, le début de la maladie, comment je vais être?
Ce n'est pas comme un événement vasculaire où c'est un infarctus ou c'est immédiat. Cette maladie, c'est une prise en charge au long cours. L'IRM. D'emblée, sur la première IRM, on arrive à faire un diagnostic précoce, on en avait longuement parlé il y a un an, on parle moins de ponction lombaire, mais beaucoup plus d'IRM à la phase précoce. Mais également, la première IRM, souvent demandée par un médecin généraliste, c'est une variable pronostique, cette fois-ci. Et là, on va regarder les fameux points blancs, les hypersignaux, ou quand vous lisez le compte-rendu du radiologue, c'est marqué démyélisation. Eh bien, cette charge lésionnelle, ce qu'on appelle nous cette charge lésionnelle, c'est-à-dire le nombre de tâches, va être une variable pronostique à 15 ans. Le nombre retenu, c'est 10 lésions sur la première IRM. C'est-à-dire des malades qui ont 2, 3 hypersignaux, 4 hypersignaux, sur la première IRM, ont un meilleur pronostic 15 ans plus tard que les patients qui ont une charge lésionnelle élevée, donc avec beaucoup de tâches. Et donc, ça va être l'intégrale de toutes ces variables qui va nous orienter, notamment dans les phases précoces, vers une décision thérapeutique ou non. Donc, des variables cliniques, le sexe féminin, un début sujet jeune, une forme sensitive, une jeune visuelle, des variables évolutives, pas de poussée dans les 5 premières années, et des variables d'examen complémentaire, l'IRM, avec peu de lésions au départ, comparé à des malades qui ont d'emblée 15 ou 20 hypersignaux. Et donc, on va intégrer ces paramètres pour décider la mise sous traitement, la gestion de risque. Et en fait, tout doucement, on essaye de développer une médecine personnalisée. On a, dans la prise en charge de en plaques, des tendances, donc de poussée, l'IRM, mais c'est des notions statistiques. Je vois un malade et en fonction de ces items qui sont simples, il n'y a pas de mots compliqués, je vais décider ou non d'un traitement. La question de la maladie dans 10 à 15 ans, c'est une réponse thérapeutique individuelle. Vous venez voir votre neurologue, et bien sur un examen, prise de sang peut-être, ou autre examen, on pourra déterminer quel type de traitement vous convient le mieux. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc on n'est plus sur une notion moyenne de la maladie, avec des groupes statistiques, on est sur une réponse à chaque personne atteinte de la maladie, et c'est un vrai défi de la maladie à 15 ans, c'est la médecine personnalisée. Deuxième donnée, la poussée. La poussée est définie par l'apparition d'un nouveau symptôme de focalisation qui dure au moins 24 heures de façon continue. Chaque mot est important. Focalisation, fourmillement, gêne d'une jambe, vision trouble, vision double. Si je fais un malaise, voilà, je tombe dans les pommes, eh bien, ce n'est pas un signe de focalisation. Quand on se sent en sueur, fatigué, ce n'est pas une poussée. Si j'ai un symptôme de la main qui dure 3-4 heures, que le soir il n'y a plus rien, ce n'est pas une poussée. Une poussée, les symptômes doivent être stables sur 24 heures. Et en général, une poussée dure un mois. Donc nous, en pratique, ce qu'on fait, c'est que pour les patients qui ont un doute sur une poussée, on leur propose de voir leur médecin généraliste au bout de 3-4 jours. S'il y a persistance des symptômes, effectivement, discuter la notion d'une poussée à ce moment-là. Et ça, c'est notre activité quotidienne. J'ai eu un maître ce matin d'une malade qui m'a décrit ces symptômes, qui habite à Frontignan, et il dit non, pour moi, c'est pas une poussée, allez voir votre médecin généraliste, etc. Donc, c'est toute la réponse en fonction de chaque patient. Donc, déjà, la notion de poussée. Une poussée, ça inquiète toujours le malade. Parce qu'une poussée, finalement, est grave 10 à 15 ans plus tard. La poussée, c'est un événement inflammatoire, la cortisone, ça marche sur une poussée. Et bien, ce qu'on a montré il y a une dizaine d'années, c'est que la poussée peut aggraver légèrement le risque de séquelles. Les séquelles, ça va être la cicatrice qui va rester après une poussée. Vous faites une poussée, on vous donne la cortisone, ça va régresser. Mais tout peut ne pas complètement régresser. Et il faut se mettre à 6 mois après le début de la poussée. C'est long, 6 mois. C'est-à-dire qu'un malade qui a fait une poussée en août, eh bien, pour l'évaluer au niveau du risque de séquelles, il faut donner sur janvier. Donc, vous voyez toujours cette notion de temps. On est dans le temps dans cette maladie. Et là, effectivement, 6 mois après le début de la poussée, on peut analyser si oui ou non il risque d'y avoir des signes persistants, ce qu'on appelle les séquelles. En moyenne, c'était l'étude de Franklin en 2003, en moyenne, 42% des patients
vont, après une poussée, augmenter le risque de séquelles post-poussée. Et il y a une notion quantitative qu'on appelle le score EDSS. Peut-être que vous en avez entendu parler, où le neurologue termine sa lettre en mettant score EDSS. Le score EDSS, c'est une échelle de quantification qui va de 0 à 10. 0, vous avez un examen normal, aucune gêne. 10, vous ne pouvez pas marcher. C'est un peu le compteur de vitesse de la voiture. En moyenne, 40% des patients vont avoir une petite augmentation du score EDSS de 0,5. Donc, la poussée, en soi, on n'aime pas, et les malades non plus, à juste titre, mais vous avez à peu près 60% des patients après une poussée qui n'ont pas d'augmentation de séquelles post-poussée. Quand vous leur voyez 6 mois après, ils sont revenus à l'état antérieur. Donc, la maîtrise des poussées est quelque chose d'important, puisqu'on voit qu'on peut un petit peu majorer son niveau de gêne après une poussée. On s'est intéressé ensuite, dans les 5 premières années, de savoir si la poussée était un facteur pronostic au long cours de la maladie. Et bien, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'un malade qui, dans les 5 premières années, avait plus de 3 poussées, avait un risque de gêne à la marche plus important que les patients qui ont fait 0 ou une poussée dans les 5 premières années. Et donc, la poussée, c'est important, peut-être dans l'inquiétude d'un événement, d'une aggravation de la maladie, ça c'est normal, donc c'est dans les mois. Et nous, c'est un marqueur de la maladie au long cours. L'objectif avec le traitement, c'est de ne pas faire pousser, parce que si on fait trop de poussée, et notamment en début de la maladie, il y a un risque, 15 ans plus tard, d'avoir plus de symptômes. Alors, ce qu'on veut aujourd'hui dans la maîtrise de la maladie, on a parlé de rémission. C'est un peu comme dans les cancers. C'est la rémission. C'est-à-dire la maladie traitée, il n'y a plus d'évolution. Bien aujourd'hui, dans ce moment-là, on va parler de rémission. Comment on va objectiver cette rémission? Premièrement, c'est la fameuse marguerite, avec en haut, pas de poussée. C'est ce que le malade veut, c'est ce que nous voulons, c'est intuitif. Donc la clinique reste toujours un événement important, l'efficacité du traitement. Et donc l'objectif du traitement de la maladie, c'est de ne plus faire de poussée, ce qu'on appelle libre de poussée. Ça, c'est le haut de la marguerite, c'est la partie clinique. Et ensuite l'IRM. L'IRM est maintenant intégré dans le suivi des malades. Il y a 10 ans, c'était uniquement les poussées. Aujourd'hui, l'IRM fait partie du suivi des malades. Et ce qu'on veut sur l'IRM, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles lésions. Quand un malade est sous traitement, on le revoit 1 an après, il n'a pas fait pousser, il n'a pas plus de gêne, et l'IRM ne se modifie pas. Il a atteint ce qu'on appelle le score NEDA3, qui est une évaluation américaine, NEDA3, qui est l'absence d'évolutivité de la maladie. Aujourd'hui, les marqueurs dont nous disposons, c'est les poussées de l'IRM. On n'a pas meilleur marqueur. Peut-être qu'un jour, sur une prise de sang ou autre moyen, il y aura des marqueurs de rémission de la maladie. Et l'IRM, aujourd'hui, est l'examen le plus précis pour dire oui, effectivement, vous n'avez pas fait de poussée, et l'IRM à l'empreinte du traitement montre qu'il n'y a pas de nouvelle lésion. Donc, biologiquement, votre maladie est tout à fait stabilisée, vous êtes en rémission. C'est des données simples, mais extrêmement importantes dans le suivi des malades, notamment sous traitement. Il y a 10 ans, on ne travaillait que sur les poussées. Aujourd'hui, l'IRM est associé avec les poussées et permet d'avoir un paramètre objectif et comparable. Quelles sont les possibilités de traitement aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, vous verrez progressivement, on raisonne en ligne thérapeutique. Première, deuxième, troisième ligne et plus. Plus c'est bas, moins c'est dangereux, entre guillemets, moins il y a de risques. Et donc on revient toujours à cette gestion risque-efficacité. Plus c'est bas, donc moins il y a de risques. Mais moins ça marche. Et ça, c'est plus de la première ligne. La première ligne, c'est traiter un malade sans prendre trop de risques. Et puis ensuite, il y a des indications, on va passer à une deuxième ligne. Soit parce que le malade fait des poussées sous première ligne, soit parce que d'emblée, on estime que c'est une maladie évolutive et on veut donner le maximum de chance aux patients pour ne pas refaire de poussée, on va passer à des traitements dits de deuxième ligne. Et puis ensuite, on peut aller sur des traitements de troisième ligne. Il y a des nouveaux traitements qui arrivent, qui sont après les premières et les deuxièmes lignes. Traitement de première ligne. Traitement de première ligne diminue le risque de poussée de 30%
à 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un bénéfice statistique. Alors, il est sûr qu'un malade, quand on le traite, s'il ne fait pas de poussée pendant 2-3 ans, on ne sait pas si c'est le traitement ou si c'est l'histoire de la matière naturelle chez lui de la maladie qui fait que pendant 2 à 3 ans, il ne fait pas de poussée. En moyenne, un patient d'entretien fait une poussée par an, en moyenne. Il y a bien sûr des écarts types, mais en moyenne, un patient d'entretien fait une poussée par an. Donc, on diminue à peu près 30% le risque de nouvelles poussées avec ces traitements de première ligne. Quels sont les groupes de traitement? Premièrement, les formes injectables, et effectivement, vous l'avez dit, l'interféron, et puis le cousin germain qui est là, Copaxone, qui est un mélange en fait de protéines de acide aminé. Alors, il y a différentes déclinaisons d'interféron, sous-cutanéen, intramusculaire, plusieurs fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. C'est la même efficacité, ça diminue la thyroïde de poussée à 2 ans. Après, c'est la tolérance, c'est le problème des injections. Le problème de faire une piqûre, d'avoir une courbature, un syndrome fébrile, c'est pas toujours bien supporté. Mais c'est des médicaments sûrs. On les donne depuis 1995, et finalement, 20 ans plus tard, il y a peu de risques avec ces traitements. Donc, chez les patients qui démarrent la maladie, eh bien aujourd'hui, on propose comme première ligne, si on décide de prendre une première ligne, ces classes de traitement pour la sécurité d'emploi. Deuxième point, toujours les premières lignes, les comprimés, par voie orale. Donc vous avez 2 molécules disponibles actuellement, et ce depuis 2 ans. Vous avez un médicament qui s'appelle Aubagio, teriflunomide. C'est un comprimé par jour, il y a un seul dosage en France, c'est 14 mg. Ce médicament Aubagio, c'est un cousin germain d'un médicament qui s'appelle l'Arava. Et l'Arava, il est donné dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est le léflunomide, et le cousin germain, c'est le teriflunomide. C'est important parce que l'Arava est donné depuis longtemps dans la polyarthrite rhumatoïde, et donc on connaît bien la sécurité d'emploi de ce médicament et les effets secondaires éventuels, puisque ces molécules sont très similaires. L'efficacité d'Aubagio ou teriflunomide par rapport aux interférons est la même, moins de 30% de poussée. Deuxième possibilité de traitement, c'est le Tecfidera ou diméthylfumarate, qui est aussi en comprimé. C'est un comprimé matin-soir, et au bout d'un mois, on double la dose, point de vue posologique. C'est probablement un petit peu plus efficace que les interférons. On n'a pas d'études scientifiques pour ça, mais c'est probablement un petit peu plus efficace. C'est probablement un peu moins bien supporté. On a à peu près 18% d'arrêt pour effet secondaire. Par contre, au Aubagio, c'est 5% d'arrêt pour effet secondaire. Par contre, la sécurité d'emploi, elle reste encore à complètement définir. Et donc, même si vous avez décidé de traiter un malade, on rentre toujours dans notre balance. Il y a un accord pour démarrer un traitement dit de première ligne. Maintenant, ça va être la modalité du traitement de première ligne. Soit je vais jouer la sécurité, et c'est plutôt le traitement injectable. Soit je vais jouer la qualité de vie, et c'est plutôt les comprimés. Il vaut mieux prendre un comprimé que prendre une piqûre. Mais, en termes de sécurité à 10-15 ans, il manque encore de données dans la vraie vie des médicaments en comprimé. Et donc, il y a une vraie discussion avec les malades qui s'installent. Et en fait, il y a 2 groupes de malades. Soit des malades préfèrent la sécurité, donc ils vont prendre des piqûres, soit ils préfèrent la qualité de vie et ils vont prendre des comprimés. Avec une efficacité similaire entre ces 2 classes de traitement. Aujourd'hui, on arrive à des nouvelles générations de traitements, ce qu'on appelle les biothérapies. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie immunitaire. Et ici, vous avez un schéma. Vous avez une artère et vous avez une barrière entre le cerveau et l'artère. Et puis ici, c'est la représentation du cerveau. Cette barrière, elle est étanche. C'est-à-dire que le sang ne rentre pas dans le cerveau. Mais elle est perméable. Elle permet à ce qu'il y ait des transports entre le sang et le cerveau. L'oxygène, le sucre. Si vous n'avez pas à manger à midi, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous êtes fatigué, c'est que vous êtes en hypoglycémie. Mais vous n'avez pas assez de sucre dans le cerveau, puisqu'il y a un passage de sucre dans le cerveau. Et donc, il y a des passages incessants entre le sang et le cerveau, utiles, et aussi les lymphocytes, mais qui parfois sont
entre guillemets, dangereux, puisqu'il y a certains lymphocytes qui sont des globules blancs qui luttent contre l'infection, qui vont s'activer et vont aller passer dans le cerveau pour aller reconnaître la fameuse myéline. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Scleroderme plaque est une maladie immunitaire, inflammatoire, avec une activité de lymphocytes qui vont aller passer et entraîner des atteintes de la myéline. Et le but des traitements, c'est d'éviter que les lymphocytes passent au niveau du cerveau. Et donc ici, vous avez des cellules, des lymphocytes, et vous voyez, il y a une flèche qui vont aller passer dans le cerveau. Et ici, vous avez la représentation d'une fibre nerveuse, avec tout autour une gaine, c'est la fameuse myéline, et là, cette gaine s'est arrêtée parce qu'il y a une démyelisation, et après la démyelisation reprend. Et on voit bien le mécanisme, activation de lymphocytes, passage au niveau du cerveau, reconnaissance de la myéline, démyelisation et la poussée. Les traitements sont dans les ovales de toutes les couleurs. Ce sont des traitements actuellement qui sont donnés dans la maladie avec une action anti-inflammatoire. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder dans d'autres disciplines non neurologiques, mais qui ont aussi des maladies inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde, vous devez sûrement connaître, la maladie de Crohn, la thyroïdite, le psoriasis, et on est allé regarder si les traitements donnés dans des maladies inflammatoires non neurologiques étaient actifs dans ce scleroderme. Et on a trouvé qu'effectivement, il y a des traitements actifs dans le scleroderme donnés dans d'autres disciplines. Une des avancées majeures dans la prise en charge des traitements de la maladie sont les anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux ont une action sélective. Donc vous avez un traitement que vous devez connaître, qui s'appelle le natalizumab, ou le tizabri. Ce médicament est un bloqueur de lymphocytes. En fait, il va éviter que les lymphocytes passent au niveau du